Un vendredi soir à La Crosse, une petite ville du nord des États-Unis dans le Wisconsin. Ce 20 mars 1987, alors qu'au centre-ville les bars font le plein, à quelques minutes de là, le quartier résidentiel de Prospect Street est déjà endormi. Cette nuit-là, un rôdeur traîne dans ces rues paisibles. Un drame effroyable est sur le point de s'y produire, une tragédie sanglante qui va terrifier toute une région. Il est 1h du matin, Kenneth Bush est réveillé par un bruit suspect. Depuis quelques semaines, cet imprimeur de 33 ans habite avec Debra, sa nouvelle petite amie. Tous les deux vivent chez la mère de Kenneth, qui dort dans une chambre à côté. Kenneth décide d'aller voir ce qui se passe. Il ignore alors que dans quelques secondes, il va surprendre un homme dans sa cuisine, un homme armé. Kenneth Bush est abattu d'une balle en plein cœur. Son meurtrier entame alors un parcours macabre. Méthodiquement, il passe de pièce en pièce et abat tous les habitants de la maison. Lila Bush, la mère de Kenneth, est tuée dans son lit de 2 balles dans la tête. Réveillée par les coups de feu, Debra, elle, a eu le temps de se cacher, mais l'homme finit par la retrouver et l'abat elle aussi, à bout portant. Cette nuit du 20 mars 87, cet homme est devenu un tueur implacable. En quelques minutes, il a massacré toute une famille. Ces meurtres, c'est l'assassin lui-même qui nous les a racontés. Dès le premier coup de feu, dès le premier meurtre, j'ai ressenti une émotion tellement forte. Ça arrivait très vite, je n'ai pas eu le temps d'y penser, mais je l'avais prémédité car j'étais venu avec une arme. Je suis sûr que vous pensez que je suis un monstre, un animal. C'est peut-être vrai. J'ai fait ça, j'étais très méchant. À partir de ce triple meurtre, l'homme n'a plus rien à perdre. Dès le lendemain matin, la traque du tueur de La Crosse va s'organiser. Elle va mobiliser les forces de police de plusieurs États. L'homme va se lancer dans une cavale sanguinaire, tuant d'autres victimes innocentes sur son passage. Cette épopée criminelle, nous allons la vivre aux côtés de tous ceux qui ont croisé la route du meurtrier, des policiers qui se sont lancés à ses trousses, mais aussi grâce à la confession du tueur lui-même. Le 21 mars 1987, la petite ville de La Crosse se réveille en plein cauchemar. Dans la nuit, 3 personnes ont été sauvagement assassinées. Le drame s'est passé dans cette maison. Alertée par un membre de la famille, la police découvre au matin les corps de Lila Bush, 73 ans, de son fils Kenneth, 33 ans, ainsi que celui de la nouvelle petite amie de Kenneth, Debra Redgett, 35 ans. Pour les enquêteurs, une seule interrogation, quel monstre a commis ces meurtres? Dans la matinée, la police interroge tous les voisins, comme Marie, qui vit juste en face de la maison de l'horreur. Mais cette nuit-là, personne n'a rien entendu. Le quartier paisible de Prospect Street est partagé entre l'incompréhension et la terreur. J'étais sous le choc. Sous le choc. Ce genre de choses n'arrive pas par ici habituellement. C'était un événement ici. On en a parlé pendant longtemps. Je sais que les gens ont peur depuis. Le mystère est total. Qui pouvait bien en vouloir aux Bush, une famille sans histoire? Pour le découvrir, les enquêteurs ne négligent aucune piste. C'est d'abord parmi l'entourage des victimes qu'ils vont penser tenir le coupable. Ces 2 hommes ont perdu des proches dans la tragédie. Jerry est le fils de Lila Bush. Cette nuit de mars, sa mère et son frère ont été tués. Steve, lui, est l'ex-mari de Debra, la jeune femme assassinée. Elle venait tout juste de le quitter. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. J'ai reçu un appel de mon oncle. Quand je suis entré dans la maison, j'ai trouvé le corps de mon frère, puis celui de ma mère dans son lit. Le tueur a eu le temps de recharger son arme plusieurs fois. Il a tué mon frère d'un seul coup. Il a tué ma mère dans son lit, d'une balle dans la nuque.
Elle venait tout juste de sortir de l'hôpital pour une opération du cœur. Elle aurait été incapable de se défendre. Il n'avait aucune raison de faire tout ça. Ces gens l'auraient laissé partir. Il lui aurait dit d'emporter ce qu'il voulait. Nous étions effrayés. On n'arrivait pas à dormir. Les enfants ne dormaient pas. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous ne savions pas si quelqu'un en voulait à notre famille. You okay? Non. Qui a tué la famille Bush et pourquoi? L'enquête qui démarre est particulièrement complexe. Sur la scène de crime, les policiers ne récoltent aucun indice. Ils vont alors privilégier une thèse, le crime passionnel. Deborah Redgett, l'une des victimes, vient tout juste de quitter son époux pour Kenneth Bush. Les policiers suspectent alors Steve Redgett, l'ex-mari, de s'être vengé sauvagement. Les policiers m'ont emmené au commissariat. J'étais le suspect numéro 1. Deborah ne vivait plus avec moi, mais j'avais nos 3 enfants à charge. Ils m'ont pratiquement convaincu que c'était moi le coupable. J'ai fini par me dire que je les avais vraiment tués, que j'avais eu un moment d'absence. Ils m'ont passé au détecteur de mensonges. J'avais peur du résultat. Je savais que j'étais innocent, mais je suis plutôt du genre nerveux. Mis hors de cause par le détecteur de mensonges, Steve Redgett est libéré. Les policiers perdent leur principal suspect. L'enquête est au point mort. Et à cet instant, l'assassin de la famille Bush est déjà loin. Pour lui, il s'agit maintenant d'échapper à la police. Quelques minutes après ces meurtres, il a pris la fuite dans la voiture de Deborah, l'une de ses victimes. J'avais trouvé sa voiture dans le garage. Je suis revenu dans la maison et j'ai fini par trouver les clés. Il y avait un peu d'argent, je l'ai pris aussi. J'ai volé un peu de nourriture. J'étais terrifié. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Je ne savais pas quoi faire. Je savais juste que je ne devais pas rester là. Je devais partir, fuir au plus vite. C'est ce que j'ai fait. Mais en volant cette nuit-là la voiture de l'une de ses victimes, le tueur a commis sa première erreur. Deux jours après la tragédie de la Crosse, le massacre de la famille Bush a un retentissement dans toute la région. Tous les policiers du Wisconsin sont placés en état d'alerte. Ce matin-là, Donald Muller prend son service. Ce sergent du petit village tranquille de Middleton ignore que c'est lui qui va jouer un rôle capital dans la traque du tueur en série. Il est 9 h du matin, il est appelé pour une banale affaire de voisinage. Une histoire de voiture mal stationnée qui va relancer toute l'enquête. L'un des habitants de la rue nous avait appelés car il y avait une voiture abandonnée en face de sa maison. Moi, je venais juste pour mettre une amende. J'ai rentré le numéro de la plaque d'immatriculation dans la base de données et je me suis aperçu que cette voiture était recherchée à la Crosse depuis le triple meurtre. La voiture de Deborah vient donc d'être retrouvée à 200 km de la Crosse. Le tueur se trouve peut-être encore dans les parages. Je roulais vers Chicago, mais j'ai abandonné la voiture. Je comptais y retrouver un ami et rester un peu là-bas. Mais j'ai pensé que la voiture pouvait être recherchée. Du coup, on était tous très occupés. On a commencé par sécuriser la zone autour de la voiture et la fouiller pour rechercher d'éventuels indices à l'intérieur. Mais surtout, on est allé interroger tous les voisins, un par un, pour savoir s'ils avaient remarqué quelqu'un autour de la voiture. Et s'ils se souvenaient depuis combien de temps la voiture était là. Ce travail de fourmi va porter ses fruits. Plusieurs personnes affirment en effet avoir vu le conducteur de la voiture. Et leurs témoignages concordent. Il s'agit d'un homme roux, d'une petite trentaine d'années, portant des lunettes de vue.
La description va se révéler déterminante. J'ai interrogé plusieurs personnes. La description de l'homme qu'ils avaient vu était la même. Il portait un sweat vert, il avait des cheveux roux. Il n'y avait aucun doute, ils avaient vu la même personne. Apparemment, il était déjà parti. L'un des témoins, interrogé par l'un de mes collègues, a déclaré que l'homme semblait perdu et qu'il cherchait à prendre un bus pour quitter la ville. Il lui a indiqué le chemin de la gare routière. Les enquêteurs découvrent que la veille, le tueur était encore à Middleton. Ils parviennent à retracer son parcours jusqu'à la gare routière où ils perdent sa trace. J'ai décidé de prendre un bus et d'aller à Los Angeles, juste parce que c'est une grande ville. J'avais un sac de voyage avec moi, avec à l'intérieur l'arme que j'avais utilisée dans le Wisconsin. J'avais choisi le bus parce qu'à l'époque, on pouvait le prendre sans se soucier des fouilles et des règles de sécurité. C'était plus simple. En plus, j'avais un demi-kilo de cocaïne avec moi. L'homme est armé et peut tuer de nouveau à tout moment. Alors pour la police, il faut faire vite. Et au moment où le fugitif s'apprête à quitter l'État du Wisconsin, les enquêteurs vont découvrir son nom. Car l'homme est déjà fiché. Sur photo, les témoins l'identifient formellement. Il s'agit d'un détenu en semi-liberté, emprisonné pour une agression. Il manque à l'appel depuis plusieurs jours. Un jeune homme de 27 ans portant les cheveux roux, son nom, Michael Tennyson. Cet homme, qui nous a raconté son épopée, nous l'avons rencontré ici, dans cet établissement de haute sécurité situé dans le Colorado. Michael Tennyson a accepté de revenir sur son passé, sa cavale, ses meurtres. Derrière une apparente décontraction, se cache un homme accusé d'avoir tué de sang-froid, à plusieurs reprises. Un homme devenu en l'espace de quelques mois, un tueur en série. Je m'appelle Michael Tennyson. J'ai 51 ans. Je suis détenu en prison au Colorado depuis 1987. Cela fait 24 ans aujourd'hui. Les journaux m'ont décrit comme un animal cruel, au sang-froid, qui n'a aucun respect pour la vie humaine. 24 ans après, c'est toujours la même chose. Quand je me regarde dans le miroir, je vois deux visages, le monstre et l'être humain. L'être humain essaye de prouver que je ne suis pas qu'un monstre. Je suis plus que ça. Comment l'être humain est-il devenu un monstre? Tennyson est maintenant en fuite. Pour le retrouver, les policiers doivent tracer son profil psychologique. Pour cela, ils vont enquêter dans le passé du tueur. Et ce qu'ils vont découvrir va s'avérer particulièrement inquiétant. Qui est Michael Tennyson et surtout où se cache-t-il? C'est à Holmen, dans le village natal du tueur, que les enquêteurs vont chercher à retrouver sa trace. Et ils vont frapper à cette porte. C'est ici que vit un témoin capital, Beverly, la mère du tueur. À la fin du mois de mars 1987, le visage de son fils s'affiche dans tous les journaux de la ville. Recherché pour 3 meurtres. Quand j'ai entendu qu'il avait commis ces meurtres, je n'y ai pas cru. Je ne pouvais pas croire que mon fils avait fait ça. C'était la prunelle de mes yeux. Je croyais en lui, je continue à y croire. La police est persuadée que son fils essaiera de rentrer en contact avec elle. Et en effet, le lendemain après-midi, alors que Michael Tennyson est en cavale depuis plusieurs jours, il l'appelle d'une cabine publique. Il m'a surtout demandé si je pouvais l'aider. Les policiers m'avaient prévenu. Il m'avait dit que s'il me contactait, je devais le convaincre de se rendre.
Il m'avait donc dit, s'il vous demande de l'aide, vous dites non, vous n'allez pas l'aider. Je devais refuser, je devais juste lui dire de se rendre. C'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu? Je ne peux pas te le dire, maman. Je veux juste que tu saches que je vais bien. Elle m'a dit, la police est venue, ils m'ont posé des questions sur toi, ils m'ont parlé de meurtre, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, je ne peux pas te parler, je dois y aller, et j'ai raccroché. Je me suis dit que son téléphone était peut-être sur écoute. Il m'a dit, ne t'inquiète pas pour moi, fais-moi confiance. Et c'est ce que j'ai fait. Malgré cet appel, Tennyson n'est pas localisé. Les enquêteurs vont alors interroger Beverly pour en savoir plus sur le meurtrier et tenter de cerner son profil psychologique. Et ce que cette mère va révéler sur son fils va leur faire froid dans le dos. Car la violence, Michael Tennyson la côtoie depuis sa naissance. Les raisons de ma colère proviennent essentiellement de mon enfance. Je déteste revenir vers mon passé. Aujourd'hui, je comprends mieux. Je sais que tout était tordu quand j'étais enfant, que ma réalité était un gâchis. Aujourd'hui, je ne me vois plus comme un monstre, mais comme un enfant perturbé. Le tueur en série, le voici, âgé de quelques mois. Nous sommes en 1960, avec ses parents Beverly et James Tennyson. Une image de famille heureuse. Pourtant, James, son père, est en fait un être violent qui terrifie sa famille. Le père de Michael était quelqu'un de bien, mais il buvait. Et le problème, c'est qu'il était alcoolique avant que je ne l'épouse. C'était un alcoolique, il était très violent, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un soir où il est ivre, James Tennyson ira jusqu'à violer sa femme sous les yeux de leur fils. Un soir, il est rentré à la maison et il a décidé qu'il voulait coucher avec moi. Je ne voulais pas en entendre parler, vu l'état dans lequel il était. Il m'a dit qu'il avait 2 armes sous le lit, un revolver et un fusil. Il m'a violée devant Michael en menaçant de me tuer si je refusais. Les premières années de sa vie, Michael Tennyson les vit dans la terreur de son père. J'étais sur ma chaise haute, il a pointé un revolver sur moi et il faisait mine de tirer. J'entendais le clic, clic, clic. Je ne sais pas si c'était un vrai ou un jouet. Alors il m'a frappé au visage, comme ça. Je pleurais encore et il m'a crié « Tais-toi !» Vous voyez? Et ma maman est arrivée et elle a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Et lui rigolait, et il a fait « Ah, c'est rien, on s'amuse !» Et moi je pleurais et lui il me regardait de travers comme ça. C'était vraiment dingue. Moi je n'avais que 3 ans à l'époque, je ne savais pas comment réagir. C'était mon quotidien et je n'y comprenais rien. Alors qu'il a 3 ans, sa mère demande le divorce. Son père, il ne le verra pratiquement plus. Il mourra quelques années plus tard. Mais entre-temps, Michael Tennyson va vivre un autre événement qui, selon lui, va le marquer à vie. Je me souviens que des policiers sont venus chez moi. C'était juste avant mon 4e anniversaire. J'ai entendu frapper. « Ouvrez la porte !» Je leur ai ouvert. Il y avait des policiers devant chez nous. J'ai appelé « Maman !» Elle est arrivée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dit « Madame Tennyson, vous êtes en état d'arrestation. » Je me suis mis à pleurer, je ne comprenais pas. Un flic m'a agrippé, je me suis débattu, je l'ai mordu, je l'ai frappé. Ils ont attrapé ma mère, lui ont mis des menottes, l'ont emmenée et l'ont mise en prison. La mère de Tennyson est accusée de détournement de mineurs. Elle fréquente en effet depuis peu un homme beaucoup trop jeune aux yeux de la loi. C'est vrai, j'ai eu des relations sexuelles avec ce garçon. Je pensais qu'il avait 23 ans. Quand j'ai appris qu'il n'en avait que 17, j'ai rompu. J'avais 21 ans à l'époque et j'étais très naïve. Je ne savais rien à propos de la loi. À l'âge de 4 ans, Michael Tennyson est placé en famille d'accueil. Il sera séparé de sa mère pendant 6 mois. Vous savez, quand les policiers ont placé mon petit garçon dans une famille d'accueil, ils l'ont détruit. Avant d'être placé, je parlais parfaitement. J'étais propre depuis l'âge de 18 mois. Quand j'ai quitté cette famille d'accueil, j'avais 4 ans et demi. Je bégayais, je louchais, je mouillais de nouveau mon lit. J'étais détruit.
Ils le torturaient. Ils l'attachaient au pied de la table, ils lui faisaient avaler du poivre et ils lui faisaient subir toutes sortes de choses. Ils lui mettaient des couches en disant qu'il n'était pas propre. C'était humiliant pour lui. Quand il retourne vivre avec sa mère, 6 mois plus tard, Michael Tennyson a changé. Il a alors à peine 5 ans. Et c'est devenu un enfant extrêmement violent. J'ai compris à cette époque qu'il valait mieux faire du mal à quelqu'un avant qu'il ne puisse vous en faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment tordu. Et cette leçon, je l'ai appliquée pendant des années. À l'adolescence, Michael Tennyson se dit complexé par ses cheveux roux et ses grosses lunettes de vue. À l'âge de 12 ans, il découvre la drogue et commet ses premiers délits. Il est devenu insolent. Il lui arrivait de ne pas rentrer le soir. Dès que je lui achetais des choses, il les revendait pour acheter de la drogue. Il s'est mis à voler dans mon porte-monnaie. Un jeune délinquant qui ne va pas tarder à basculer dans le crime. À 20 ans, Tennyson s'engage dans les Marines. Il est renvoyé au bout de quelques mois pour consommation de drogue. De retour à Holmen en 1980, un événement tragique va révéler la cruauté extrême dont il peut être capable. L'officier Michael McHugh a déjà eu affaire à Tennyson bien avant qu'il ne soit recherché pour meurtre. Un matin de janvier 80, le chef de la police d'Holmen est confronté à l'affaire la plus sordide de sa carrière. C'est lui qui, le premier, va découvrir à quel point Michael Tennyson peut être violent. Nous avons reçu un appel tôt dans la matinée. Une vieille femme avait été cambriolée, frappée. Nous nous sommes tout de suite rendus sur les lieux. La victime s'appelle Lydia Johnson. Elle a 83 ans. Les traces de coups qu'elle porte sur le visage témoignent de la violence de l'agression qu'elle a subie cette nuit-là. Il est environ 1h du matin quand Michael Tennyson s'introduit chez elle par effraction. J'avais cambriolé plusieurs maisons cette nuit-là. Je recherchais de l'argent pour m'acheter de la drogue. Dans la dernière maison, ce soir-là, quelqu'un m'a interrompu. Alors qu'il se croit seul, Lydia Johnson entre dans la pièce. J'ai vraiment paniqué. Je pensais qu'il n'y avait personne dans la maison. J'avais frappé à la porte et personne ne m'avait répondu. Je n'avais que 20 ans, j'étais un gamin. J'ai voulu m'enfuir, cette femme s'est mise à crier « Sortez de chez moi, sortez de chez moi !» Elle m'a sauté dessus, elle m'a agrippé et s'est mise à me frapper à la tête. Elle était tenace, elle ne me lâchait pas. Je l'ai jetée à terre, je l'étranglais, j'essayais de m'enfuir, mais elle s'accrochait à moi, me mordait. Elle ne me lâchait pas, alors je l'ai frappée. Sous le choc, l'octogénaire attendra plusieurs heures avant de porter plainte. Elle a le nez cassé, plusieurs côtes fêlées. Une fois sur place, les policiers vont très vite retrouver la trace de son agresseur d'une manière plutôt surprenante. On a trouvé des preuves sur les lieux. Une cigarette, un tournevis, mais surtout des traces de pas. C'était une nuit d'hiver très froide, il avait neigé toute la nuit. Nous avons suivi ces traces de pas dans la neige sur 5 km. Elles nous ont menés jusqu'à la maison de l'agresseur. Ils m'ont arrêté le lendemain. Ils n'ont eu qu'à suivre les traces de pas. J'étais vraiment saoul. Je ne me suis pas rendu compte que je laissais des traces. Tennyson est arrêté pour cambriolage. Mais en quelques heures, l'affaire va prendre une dimension dramatique. La victime confesse un peu plus tard aux policiers qu'elle n'a pas seulement été battue, mais elle a également été violée par son agresseur. Donc il a avoué qu'il l'avait frappée. À l'époque, il n'a jamais avoué ou mentionné qu'il l'avait agressée sexuellement. Et la victime non plus n'avait pas parlé de ce viol aux officiers.
Elle avait été menacée par Tennyson. Si elle en parlait à quelqu'un, il reviendrait la tuer. Ils m'ont inculpé pour viol et agression sexuelle. Ils ont dit que je l'avais violée. Je ne l'ai pas violée. Je ne m'en souviens pas. Pourquoi Tennyson refuse-t-il d'admettre la vérité? À l'époque, les examens médicaux sont formels, des traces de sperme ont été retrouvées. Lydia Johnson, 83 ans, a bien été violée. Mon avocat m'a dit, vous avez le choix. Vous pouvez reconnaître les faits, l'agression sexuelle, vous plaidez coupable et vous prenez 6 ans. Ou alors, vous allez au procès et vous risquez alors une peine de 85 ans de prison. Et quand ils verront les photos de la victime, vous n'aurez aucune chance. Tennyson accepte l'arrangement et plaide coupable. Il est condamné à 6 ans de prison. À la fin de sa peine, il bénéficie d'un régime de semi-liberté. Il ne retourne dans sa cellule que le soir. Une décision judiciaire qui va s'avérer être une grave erreur. Car Tennyson est alors sous la menace d'une nouvelle incarcération, cette fois pour un délit mineur, une affaire de chèque en bois. Elle aura pourtant de lourdes conséquences. J'ai été en prison pendant 6 ans et ça a été pour moi un enfer. J'étais terrifié à l'idée d'y retourner. Alors j'ai pris la décision de ne pas retourner en prison. Tennyson décide de rompre sa semi-liberté et de fuir l'État du Wisconsin. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a une idée. Tenter de changer d'apparence dans ce salon de coiffure. Ce jour-là, Diane Johnson va sans le savoir aider un triple meurtrier à prendre la fuite. C'était le 20 mars 1987, quelques heures avant que Tennyson ne commette ses premiers meurtres. Il était très clair sur le fait qu'il voulait avoir l'air totalement différent. Je lui ai dit alors que le mieux pour lui était peut-être de changer sa couleur de cheveux et de les lui couper. Ce qui m'a vraiment marqué ce jour-là, pendant que je lui coupais les cheveux, c'est qu'il ne souhaitait pas retirer son manteau. Il tenait vraiment à le garder sur lui. Et j'ai su plus tard qu'il avait une arme à feu dans la poche de son manteau. Et c'est pour cela qu'il ne l'a pas enlevée. Cette arme, qu'il cache sous sa veste, Tennyson va l'utiliser le soir même. Pour financer sa fuite, il a besoin d'argent. Alors il décide de refaire ce qu'il a déjà opéré par le passé, un cambriolage. Mais cette fois, il va commettre l'irréparable. Il faisait froid cette nuit, c'était l'hiver. Je ne pouvais pas rentrer chez moi car la police risquait de me retrouver. J'étais en fuite. Je ne pouvais pas aller chez des amis car je n'avais confiance en personne. J'ai dormi dans une caravane derrière une maison. Les propriétaires ne le savaient pas. Et cette nuit-là, j'ai décidé de me rendre dans la maison des Bush. Cette maison, le tueur ne l'a choisie pas au hasard. La famille Bush, Michael Tennyson la connaît. Il y a quelques années, il était leur voisin. Mais cette nuit-là, Tennyson n'est pas un cambrioleur comme les autres. Il est armé et n'a rien à perdre. Au moment où il est surpris par Kenneth Bush, la réelle nature du tueur prend alors le dessus. Le cambriolage tourne au bain de sang. Kenneth m'a surpris dans la cuisine. Il s'est approché de l'évier et là, il y avait pas mal de couteaux et il s'est emparé d'un couteau de cuisine. Quand il a fait ça, j'ai sorti le pistolet que j'avais dans ma poche et je l'ai abattu. À cet instant, Tennyson bascule dans une folie meurtrière. Au lieu de prendre la fuite, il supprime un à un tous les habitants de la maison. Après avoir tué Kenneth, j'ai entendu Debra qui était dans la pièce d'à côté. Elle a crié « Sors de chez moi ». Elle allait appeler les flics. Elle savait qui j'étais et moi j'avais peur de retourner en prison. J'ai entendu du bruit dans une autre chambre. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre, que la mère de Bush était là. Elle a allumé la lumière et elle a dit quelque chose comme « Oh non, qu'avez-vous fait ?»
Je lui ai tiré dessus. En quelques minutes, il supprime les bouches. Une famille a priori heureuse, le genre de famille qu'il n'a jamais connue. Cette nuit-là, le triple meurtrier était un détenu en fuite, un homme supposé dormir dans sa cellule. Un motif de colère de plus pour les proches des victimes. Ce qui me met vraiment hors de moi, ce type était en semi-liberté et il n'est pas retourné en prison. Et personne ne le recherchait. Si les policiers l'avaient retrouvé et l'avaient remis en prison, tout cela ne serait pas arrivé. Savoir qu'il était dehors, totalement libre de ses mouvements, ça me rend dingue. Alors qu'il est recherché activement par la police du Wisconsin, le détenu en fuite coupable de 3 meurtres parvient finalement à s'échapper en bus. 1500 km de cavale, au bout desquels, à l'autre bout des États-Unis, Michael Tennyson va tuer à nouveau. Quelques jours après son triple meurtre, Tennyson atteint Denver, la capitale du Colorado. C'est dans cette ville de 600 000 habitants que le tueur en cavale choisit de se cacher. C'est là que ses pulsions meurtrières ne vont pas tarder à ressurgir. Entre Chicago et Los Angeles, Denver était un arrêt important. C'est pour cela que je me suis arrêté. C'était pas planifié. À ce moment-là, je voulais avoir une vie normale. Mais je savais que je ne pouvais pas. J'avais franchi la ligne jaune. Quand j'ai tiré sur Kenneth Bush, je savais que j'avais franchi la ligne. Quand je suis descendu du bus, ici à Denver, je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Si je devais tuer quelqu'un, je le ferais. Je le ferais pour survivre. Un fugitif prêt à tout pour s'en sortir. À Denver, il ne connaît personne. Mais peu de temps après son arrivée, le tueur en série va séduire une femme de ménage, une veuve de 20 ans de plus que lui, qu'il rencontre un soir, par hasard, dans un restaurant. J'ai demandé à un chauffeur de taxi de m'emmener dans un bon restaurant. Et il y avait 2 femmes assises là. Il y avait un petit groupe de jazz. Je me suis assis au bar et j'ai commencé à parler avec une des filles assises près de moi. Elle s'appelait Geneviève Dorrance. Je suis allé chez elle et j'y suis resté 3 mois. Geneviève Dorrance ne se méfie pas de cet homme qui vient l'aborder ce soir-là. Elle vit seule et tombe sous le charme de cet inconnu. Elle lui propose de l'héberger dans son appartement dans la banlieue de Denver. Geneviève n'imagine pas alors qu'elle va partager la vie d'un tueur en série. Il est venu me voir et a commencé à me parler. Il avait l'air très gentil et il m'a dit qu'il cherchait un endroit où rester juste pour quelques jours. J'ai accepté. C'est une fille bien. Je suis presque tombé amoureux d'elle. Elle avait bon cœur. Je ne voulais pas lui faire du mal. C'était un endroit sûr. Et j'y suis resté. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait quelques mois auparavant dans le Wisconsin, je serais resté vivre avec elle. On était vraiment bien ensemble. Je l'aimais vraiment. À Denver, pendant 2 mois, Tennyson parvient à vivre une vie presque normale. Auprès de Geneviève, une femme qui a l'âge de sa mère, le tueur semble s'apaiser. Bien que recherché pour meurtre dans un autre État, personne ne songe à le poursuivre à 1500 km du Wisconsin. Les mois durant lesquels il est resté avec moi, il m'a traité avec respect. Si vous le rencontriez dans la rue, il était très charmant et très intelligent. Il ne me demandait pas d'argent, donc j'acceptais le fait qu'il n'ait pas de travail. Il restait toute la journée à la maison, il discutait avec les voisins et c'était tout. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Geneviève ne sait rien du passé criminel de l'homme avec qui elle habite. Elle ignore surtout que la réelle nature de Tennyson ne va pas tarder à se révéler et va bouleverser sa vie à tout jamais.
Le 20 mai 1987, 2 mois jour pour jour après avoir commis ses premiers meurtres à la crosse, Michael Tennyson est sur le point de faire à nouveau couler le sang. Cette soirée-là, Tennyson la passe dans un bar avec 2 de ses amis. 2 hommes d'une vingtaine d'années qu'il a rencontrés quelques semaines auparavant, Jeffrey Sheffield et Mitchell Gonzalez. Il y avait un bar dans lequel je faisais la fête un soir. À cette époque, je vendais de la drogue. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Ils ont entendu que j'étais un dealer. On s'est échangé de numéros. Depuis, on se voyait régulièrement. Quand le bar ferme, ils décident de se rendre dans l'appartement de Sheffield pour finir la soirée. Les 2 jeunes hommes ne savent pas que l'homme qui les fournit en drogue est en fait un tueur. Quelques heures plus tard, Tennyson les abat tous les 2. Le tueur a frappé de nouveau, mais cette fois, il prétend être tombé dans un piège. On est arrivé à l'appartement. Sur le coup, je ne me suis pas méfié. Je suis entré et très vite, ils ont commencé à me chercher en me disant « On veut ta drogue, on veut ton argent ». En ce temps-là, je sortais toujours avec mes 2 flingues sur moi. J'avais les mains dans mes poches. Mitch a pointé une arme sur moi en disant « Je ne rigole pas, enculé », en tremblant. J'ai dit « Doucement, doucement ». Ils devenaient tous les 2 de plus en plus menaçants. J'ai sorti mon flingue et j'ai tiré dans la tête de Mitch. Il est tombé sur le canapé. Jeff a eu peur, il a couru vers la chambre et a fermé la porte. J'ai ouvert la porte, il s'est retourné, il a essayé de fuir et je l'ai tué. J'ai regardé autour de moi, je connaissais déjà cette situation. Je devais partir d'ici. Il me fallait une voiture. Une nouvelle fois, il s'enfuit en volant la voiture de l'une de ses victimes. Mais Tennyson a-t-il dit la vérité? À tort ou à raison, il s'est senti menacé par les 2 hommes. Il a alors appliqué la leçon de son enfance, faire du mal à quelqu'un avant qu'il ne puisse vous en faire. Mais cette menace, l'enquête policière va démontrer qu'elle n'existait que dans sa tête. Cette nuit-là, il ne s'agissait pas de légitime défense, mais d'une exécution. Le lieutenant Kenneth Chavez se souviendra longtemps du dimanche 24 mai 1987. Il est alors sur le point de rentrer chez lui quand il est appelé pour une intervention. Il ignore qu'il va être confronté ce jour-là à l'affaire la plus extraordinaire de toute sa carrière. À l'époque, au bureau, il y avait toujours un détective qui travaillait le week-end. Et j'étais le plus jeune. C'était donc mon devoir de travailler ce dimanche. Je travaillais de 7h30 le matin à 3h30 de l'après-midi. Et vers 3h15, j'ai reçu un appel. Il y avait eu un meurtre. C'est dans cet immeuble-là. C'est là. C'est dans ce vaste complexe d'appartements que Kenneth Chavez intervient ce jour-là. Au rez-de-chaussée de cet immeuble, des voisins ont alerté la police. Ils viennent de faire une découverte macabre, juste derrière cette porte. Quand vous entrez dans l'appartement, il y a un coin salon avec un canapé, une télé. Sur le canapé, il y avait un homme recouvert d'une couverture et couché sur le ventre. Il y avait du sang sur l'oreiller au niveau de sa tête. Au fond de la pièce, il y avait une chambre, et dans la chambre, il y avait un autre cadavre dans un lit. Après un examen rapide de la scène de crime, nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient été abattus d'une balle dans la nuque. Celui qui était dans le lit s'était fait tirer dessus à 3 reprises. Les 2 ont été tués à bout portant. Au lendemain du double meurtre, le drame fait la une de la presse locale. Les victimes seront rapidement identifiées. Mitchell Gonzalez avait 22 ans, Jeffrey Sheffield, 23 ans. L'enquête menée par le lieutenant Chavez va rapidement prouver que ces 2 jeunes hommes ont été tués de sang-froid. Contrairement à ce que Tennyson raconte, ils ont été abattus alors qu'ils dormaient. Les examens balistiques le démontrent. Et un détail attire l'attention du lieutenant. Mitchell Gonzalez, l'une des victimes, était sourd. L'ordre des meurtres semble indiquer que le tueur avait tout planifié.
Nous savons que Sheffield dormait dans sa chambre et Gonzalez sur le canapé. Ils ont été tués pendant leur sommeil. Gonzalez avait un appareil auditif et il ne le portait pas quand il dormait. Donc le tueur a assassiné Sheffield en premier pour ne pas être dérangé par Gonzalez avant de tirer sur lui. Alors, qui a exécuté froidement Sheffield et Gonzalez? Pour l'instant, le lieutenant Chavez ne dispose d'aucune piste. Mais de son côté, Tennyson sait qu'il ne peut rester plus longtemps à Denver. Il a été vu dans un lieu public avec les deux victimes. Comme après son triple meurtre de la Crosse, l'assassin sait qu'il lui faut de nouveau fuir pour échapper à la police. Et c'est auprès de Geneviève, la femme qui le rassure, que Tennyson va chercher de l'aide. Un soir, alors qu'ils regardent tous les deux Arabesque, une série policière à la télévision, le tueur craque et lui avoue l'impensable. Il est un meurtrier et a déjà tué 5 fois. C'était mon programme préféré. Et alors qu'on le regardait, il a tout avoué. Je ne sais pas ce que ça a provoqué en lui, mais oui, c'est une histoire vraie. C'est vrai. J'avais essayé de lui dire plein de fois. J'ai pleuré un soir, elle m'a demandé ce qui se passait. Je n'arrivais pas à lui dire. Je lui disais que quelque chose m'ennuyait, c'est tout. Et finalement, je lui ai tout avoué. Ce soir-là, la femme de ménage découvre avec effroi qu'elle vit depuis 2 mois avec un tueur en série. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si je risquais d'être tuée. J'avais peur, mais je ne voulais pas lui montrer. Alors j'ai essayé d'être moi-même. Mais j'étais effrayée. Je ne voulais plus qu'une chose, qu'il parte. J'ai cru qu'elle allait appeler la police, mais elle ne l'a pas fait. Par peur de Tennyson, Geneviève ne prévient pas la police. Elle va même l'aider à quitter Denver. Elle lui achète à l'aéroport un billet d'avion pour New York. Tennyson doit alors partir dans 2 jours. Mais cet avion, le tueur ne le prendra jamais. Car de son côté, l'enquête du lieutenant Chavez est allée très vite. Et c'est grâce à la voiture volée par le meurtrier le soir du crime qu'il va retrouver sa trace. Nous avions lancé un avis de recherche pour la voiture de Sheffield. Nous savions qu'elle avait été volée. Nous pensons qu'il a tué Sheffield et Gonzalez le 20 mai. Nous avons retrouvé leur corps le 24 mai. Pendant 4 jours, il a conduit cette voiture. Il s'est vanté auprès de quelques personnes qu'il avait une voiture, qu'il l'avait volée. Avec cette information, ces mêmes personnes sont venues nous voir et ont coopéré avec nous. C'est comme ça que nous avons su où il était. Grâce à ces témoignages, le tueur est localisé. Il s'agit d'un homme déjà recherché pour 3 meurtres dans le Wisconsin. Chavez se rend alors compte qu'il a affaire à un tueur en série. Pour l'arrêter, il ne va prendre aucun risque. Le 25 mai 87, 5 jours seulement après les meurtres de Sheffield et Gonzalez, il mobilise une quinzaine de policiers d'élite spécialisés dans les arrestations de criminels dangereux. 7 heures du matin, la brigade est prête à intervenir. On savait qu'il avait tué 5 personnes et qu'il était armé. Dans ce genre de situation, il faut prendre suffisamment de précautions pour l'arrêter rapidement et le maîtriser avant qu'il n'utilise son arme. Il avait un billet d'avion pour le matin même. Je crois que c'était pour 10 heures ce matin-là. Donc 1 heure plus tard, il serait parti. Si on ne l'avait pas eu ce matin-là, nous l'aurions perdu. L'arrestation de Tennyson sera particulièrement musclée. Ils ont fait exploser la porte d'entrée et la fenêtre de la chambre. On était en train de dormir et j'ai reçu des éclats de verre sur le visage. Et ils sont entrés. Moi, je me souviens de cette explosion, un gros boom, et j'ai cru un mauvais rêve. J'ai voulu sortir du lit, mais j'ai senti quelque chose qui me gênait. C'était le canon d'un fusil contre ma bouche. Un type a crié « Putain, si tu bouges, on t'explose !» J'avais mon arme planquée juste à côté de mon lit. Je n'ai rien pu faire. Ils ont été trop rapides. J'aurais pu tuer n'importe qui si je l'avais voulu. J'aurais pu, mais c'était du suicide. Ils m'auraient abattu. Il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté du tout. Ça a été très rapide. Très rapide. Ils l'ont menotté, ils m'ont menotté, ils nous ont embarqués et c'est tout. Michael Tennyson et Geneviève Dorrance
sont arrêtés et emmenés au commissariat pour être interrogés. Rapidement mise hors de cause, Geneviève sera libérée quelques jours plus tard. Quand j'y repense, je ne me comprends pas. Je suis plus intelligente que ça d'habitude. Je ne sais pas pourquoi je n'ai rien vu. Je travaillais beaucoup à l'époque, mais je n'ai rien vu. Et ça m'a perturbée pendant très longtemps. La traque du tueur en série prend donc fin à Denver, après 5 meurtres et 2 mois de cavale. Une arrestation relayée jusqu'au Wisconsin, où le tueur a commis ses premiers meurtres. Une nouvelle partie se joue maintenant pour Tennyson. Il sait qu'il doit payer pour ses crimes. Et dans le Colorado, où il est emprisonné, il risque la peine de mort. Michael Tennyson n'a pas voulu faire de déposition. Il a refusé de coopérer avec nous ou de répondre à nos questions. Je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un comme Michael Tennyson. Il peut vous regarder, mais c'est comme s'il voyait à travers vous. J'ai eu l'impression qu'il pouvait tuer quelqu'un sans avoir la moindre émotion. Ce qui caractérise un vrai sociopathe. Un sociopathe qui tente alors de manipuler la justice. Tennyson refuse d'évoquer les assassinats de Denver. En revanche, il avoue être l'auteur du triple meurtre de la Crosse. Il s'agit pour lui d'être extradé et jugé dans le Wisconsin, un État où la peine de mort a été abolie. 2 détectives du Wisconsin sont venus me voir peu de temps après mon arrestation ici à Denver. Ils voulaient m'interroger. Ils m'ont dit « Hey Michael, on a parlé à ta mère. Elle nous a dit que tu devais te confier à nous et tout nous dire. » Ils m'ont fait croire qu'ils étaient de mon côté, et plein de conneries de ce genre. Ils m'ont dit que si j'avouais tout et que je racontais ce qu'ils voulaient entendre, alors je serais emprisonné dans le Wisconsin et que je n'aurais pas à me soucier de la peine de mort. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai tout avoué. Mais ce que Tennyson ignore, c'est que les autorités du Colorado vont refuser de l'extrader vers un État qui ne pratique pas la peine de mort. Ils souhaitent le juger eux-mêmes. Le procès du tueur en série est prévu à Denver, 9 mois plus tard. Le 4 mars 1988, Tennyson sait qu'il a 2 semaines pour convaincre les jurés qu'il n'est pas le tueur froid et sans pitié que certains décrivent. Mais un homme perturbé depuis son enfance est tombé dans le crime un peu par accident. 2 semaines de procès sous haute tension, durant lesquelles Michael Tennyson va essayer de sauver sa vie. Condamner Tennyson à la peine de mort, un procureur va y consacrer toute son énergie. Dès qu'il prend connaissance du dossier, William Buckley n'a aucun doute, le tueur en série doit être exécuté. Il n'est pas fou du tout. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il l'avait prémédité, planifié, il l'a fait. Parce qu'il n'accorde aucune valeur à la vie des autres. Dans ma carrière de procureur, je n'ai jamais connu un tel meurtrier. Je pense sincèrement qu'il mérite la peine de mort. La version du procureur, c'est que j'ai tué ces 2 hommes de sang-froid. Mais en fait, ça s'est passé comme je vous l'ai raconté. Les journaux ont raconté une histoire, moi je vous en donne une autre. Alors qui vous dit la vérité? Dès le premier jour du procès, l'avocat de Tennyson sait que la partie va être difficile. Frank Wiman n'a alors qu'un objectif, tout faire pour que son client échappe à la peine de mort. Il n'y avait aucun doute sur ce qu'avait fait Michael. Il était coupable pour ces 2 meurtres. L'enjeu de ce procès n'était pas de savoir s'il allait être condamné, mais l'enjeu était plutôt de savoir quelle allait être sa sentence. Pendant 2 semaines, entre l'accusation et la défense, une partie d'échecs s'engage. Face aux preuves avancées par le procureur et alors que l'opinion publique a déjà condamné Tennyson, son avocat va tenter un pari, essayer d'apitoyer les jurés. Ma stratégie était de rendre Michael plus humain. Il est certain que Michael était un individu perturbé depuis sa plus tendre enfance. L'atout de la défense, c'est donc l'enfance de Tennyson. Et pour l'aider à convaincre les jurés d'épargner la vie de son client, l'avocat fait appel à une femme. Suzanne Pinto, une psychiatre spécialisée dans les affaires criminelles.
Elle rend visite à plusieurs reprises à Tennyson. Appelée à témoigner au procès, elle accorde au tueur en série des circonstances atténuantes. Il m'a semblé être un homme brisé. Le genre d'abus dont il a été témoin ou victime était vraiment extrême. Et je pense que ça l'a rendu très en colère, mais aussi dans l'incapacité de gérer ses pulsions et ses émotions. Il est vrai que ça peut altérer votre cerveau d'être traumatisé de la sorte. C'est classique pour la défense de mettre en avant les enfances difficiles, surtout quand il s'agit d'abus physiques. Mais malgré cela, ce n'est pas une excuse pour décider d'exécuter quelqu'un, de prendre des vies, comme il l'a fait. À la fin du procès, alors qu'il attend de savoir s'il sera exécuté, Michael Tennyson demeure impassible. Je pense que j'étais surtout en colère contre moi. Je voyais tout ce qui se passait, ce que j'avais fait aux familles des victimes. Ma famille était venue du Wisconsin. Je regardais autour de moi dans cette pièce. Les familles de victimes regardaient ma famille. Je voyais la haine dans leurs yeux et la douleur, ce genre d'émotion. Je sentais que les jurés me regardaient d'un air incrédule. Ils se demandaient comment il a pu faire ça. Le 18 mars 1988, la justice rend un premier verdict. Michael Tennyson est reconnu coupable de meurtre. Reste à connaître sa sentence exacte. Au palais de justice, les jurés ont maintenant 24 heures pour décider s'il doit être exécuté. Une attente insupportable pour Beverly, la mère du tueur. Je ne suis pas fière de ce qu'il a fait, d'avoir tué ces personnes. Mais pendant son procès, je me disais, quelle bande d'hypocrites. Ils disent que ces meurtres étaient prémédités, et ces mêmes personnes étaient en train de préméditer le meurtre de mon fils. Ils parlaient de tout ça devant sa propre mère. Ces jeunes gens sont morts. Mais là, c'est mon fils qui allait mourir. Mais alors que la peine de mort lui semble promise, Tennyson va bénéficier d'un secours inattendu. Pour voter une exécution, il faut l'unanimité du jury. Or, sur les 12 jurés, 11 seulement vont se prononcer pour la peine capitale. Un juré. Un juré m'a épargné. Elle a dit qu'elle avait une sorte d'intuition, qu'il fallait que je vive. C'est une personne très sage. Je repense souvent à ce jour. Sans ce juré, j'aurais été exécuté il y a 15 ans. Ce juré qui n'a pas voté pour la peine de mort était une infirmière qui travaillait au gouvernement fédéral. Et la seule chose qu'elle a dit, c'est qu'elle était désolée pour lui. Je ne vois pas pourquoi on pouvait le plaindre. Je ne pense pas qu'il mérite d'être encore sur Terre, après avoir tué 5 personnes. Mais ça, c'est le jury qui décide. Si elle me voyait aujourd'hui, je suis sûr qu'elle ne regretterait pas son choix. Tennyson échappe à la peine de mort et passera le reste de sa vie en prison. Mais même derrière les barreaux, en a-t-il fini avec ses pulsions meurtrières? Aujourd'hui, certains ont des raisons d'en douter. Condamné à la prison à vie, sans possibilité de remise de peine, Michael Tennyson a apparemment tout d'un détenu modèle. Le tueur affirme avoir changé et être hanté par le souvenir de ses victimes. Je ne suis pas un tueur froid et indifférent comme le procureur m'a décrit. Je suis hanté par ces remords terribles. Si seulement je pouvais les faire revenir. J'aimerais les faire revenir. Mais derrière ces larmes, Michael Tennyson est-il vraiment sincère? Ou s'agit-il encore d'une manipulation? Car l'homme est toujours aussi dangereux.
Du fond de sa prison, il va même chercher à commettre un dernier meurtre. Et celui qu'il tente de faire abattre, c'est William Buckley, le procureur qui voulait le faire exécuter. Il est vraiment dangereux. Il m'en veut personnellement pour sa détention et il a essayé d'engager quelqu'un pour me tuer. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Depuis plus de 10 ans, William Buckley est menacé de mort. En mai 98, il reçoit ce rapport de police. Un co-détenu de Tennyson affirme que le tueur essaie de le faire assassiner. Une conversation téléphonique avec un interlocuteur anonyme est retranscrite. Tennyson y est explicite. Trouve ce Buckley, trouve où il vit, où il travaille, vas-y et tue-le. Une menace que William Buckley prend très au sérieux. J'ai été menacé dans ma carrière. Je me suis fait pas mal d'ennemis. La plupart du temps, je ne m'en suis pas soucié. Mais lui, ça m'a inquiété. Parce qu'il a de l'argent. Il a des moyens financiers que les autres détenus n'ont pas. Car Tennyson a des revenus. Ces dernières années, il s'est consacré à la peinture. Ses tableaux sont vendus dans des galeries à travers les États-Unis, jusqu'à 2000 € la toile. Grâce à cet argent, Tennyson aurait les moyens de commanditer un meurtre. Une accusation que le tueur en série réfute. Aujourd'hui, je n'ai plus d'ennemis. Il n'y a personne dans le monde que je déteste assez pour le tuer. Vraiment, j'ai fait du mal à tellement de gens. Je ne supporte plus l'idée de haïr. J'ai tué 5 fois. Je mérite probablement d'être ici. Mais si je sortais, je ne tuerais personne. Je ne ferais de mal à personne. Je n'enfreindrais aucune loi. Je ne fumerais même pas un joint. Une nouvelle fois, 2 images de Tennyson s'opposent. Celle du détenu, qui se dit repenti, et celle du tueur, qu'il n'a jamais cessé d'être. Alors quel est le vrai visage de cet homme aux multiples facettes, à la fois victime et meurtrier, déséquilibré et manipulateur? Jusqu'à sa mort, Michael Tennyson entretiendra le mystère.